Suite d'En direct d'ici sur d'ici TV, la télévision des Alpes du Sud, en direct comme son nom l'indique, avec ce soir un sujet passionnant, c'est l'histoire des paysages qui nous entourent, l'histoire de notre massif, de nos belles montagnes, avec un invité, allez, passionnant et passionné, Raymond Siriot. Passionné sûrement, passionnant, j'en sais rien. Si, pour vous connaître depuis des années et en juger aussi parce que vous avez déjà réalisé autour de plusieurs choses. D'abord en tant que prof au collège de Briançon. On sait que vous faites partie de cette catégorie de profs dont les élèves se souviennent à vie. Je l'ai entendu vraiment souvent. Ça me flatte, ça m'émeut quelquefois un petit peu quand je les rencontre après pas mal d'années. Alors c'est vrai que ce qu'ils retiennent n'est pas tout à fait ce qu'on imagine qu'ils devraient retenir. C'est souvent ce qui va avec le prof et non pas la transmission, les sujets qui ont été abordés. C'est normal, hein, parce que bon, la mémoire, on oublie. Je dis toujours qu'on me parle de tel voyage qu'on a fait ou de telle sortie sur le terrain qu'on a faite et pas trop de la méiose qui est plus austère. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Vous étiez un prof impliqué, c'est voilà, oui, tout simplement ça. Ça, après, vous êtes occupé de la MJC à Briançon, oui. du CIPA jusqu'à pas longtemps. Vous avez touché un peu à la politique aussi, puisque vous êtes encore premier adjoint au maire de Briançon. Et puis, vous êtes beaucoup impliqué dans la géologie pour en faire un atout touristique et économique, de fait, pour le Briançonnais. Alors, on va y revenir, mais après avoir écouté le rendez-vous traditionnel de chaque jour sur d'ici TV à cette heure-là, le mot de Roger. Roger a un avis sur tout, et surtout un avis. J'ai regardé un petit peu les débats en ce moment et j'ai vu qu'on voulait rattacher les Hautes-Alpes à la région Rhône-Alpes. Qu'est-ce que tu en penses ? Bonjour à tout le monde. Moi aussi, j'ai vu qu'on voulait rattacher le département des Hautes-Alpes à la région Rhône-Alpes. Mais moi, je suis tout à fait contre. Je ne vois pas pourquoi on prendrait les Hautes-Alpes dans la région Rhône-Alpes. Moi, il me semble qu'il faut rester dans la région PACA. C'est pas normal, ça. Il y a certains politiciens que j'ai l'impression que le matin, quand ils se lèvent, il vaut mieux qu'ils aillent vite se recoucher. Parce qu'ils ont vraiment rien dans la tête. Je comprends pas pourquoi il y a déjà des régions classées, et puis qu'on veut après les remettre autrement, refaire tout. Ça y est, depuis des années, c'est tout. On n'a qu'à nous rattacher aussi à l'Italie, puisqu'on est frontalier. Ça ne tient pas debout, ces choses-là. Non, il y a des politiciens que, franchement, ils n'ont rien d'autre à faire que de faire des conneries. Ouais, voilà, c'était l'avis de Roger. Je ne sais pas si notre invité a un avis sur ce sujet. Simplement, moi je sais qu'on est passé dans PACA depuis 1962. C'est finalement très récent du coup. Hein. Oui, c'est relativement récent. Après, c'est un sujet qui me dépasse un petit peu, quoi. Les liens avec l'Italie peut-être vous intéressent davantage, non ? Oui, parce qu'on est tout proche. Et puis avec les activités géologiques notamment, on a des liens très très forts avec les Italiens. Alors dans ce que vous avez déjà concrétisé à Briançon, il y a le Géoparc. Alors oui, ça c'est une entreprise qui a été qui est dans le projet Alcotra Interreg européen. Et c'est vrai que dans ce projet-là, on s'est battu pour qu'il y ait un géoparc franco-italien. C'est un géoparc immense, il fait un demi-million d'hectares. Il y a 170 000 personnes. Il y en a plus du côté italien que du côté français. Mais il y a vraiment, il y a le Briançonnais, hein, au sens large du terme. Il y a le Pinerolese et puis le Val Susa. Et puis il y a un morceau de Haute-Maurienne. Donc là, ça fait quelque chose, une entité assez forte. Et c'est un projet original dans la mesure où c'est un géoparc franco-italien. À l'heure actuelle, après l'avoir réalisé finalement, c'est-à-dire, en gros, on a équipé des sites, on a mis des plateformes d'observation, on a mis des panneaux, on a réalisé des sentiers, aménagé des sentiers. C'est une grosse entreprise, on est tout à fait content de l'avoir réalisé. On n'est pas seul, il y a aussi les gens de l'Argentière, il y a aussi les gens de Saint-Véran qui ont développé des spécificités dans ce géoparc, Villars-Saint-Pancras. Donc nous, on a fait un travail, je voudrais en profiter pour remercier ceux qui ont travaillé. On a quelqu'un qui s'appelle Jean-Charles Martin qui a fait un boulot à l'intérieur au point de vue matériel, hein, parce qu'il y a ceux qui, bon, comme moi à l'occasion, on est là en parade, mais il y a ceux qui manient la pelle, la pioche et tout. Je voulais juste dire un petit mot à son sujet, quoi. Voilà. Et au cœur de ce géoparc, dans le massif du Chenaillet, il y a cet océan alpin, cet océan perché, comme le montre ce sujet. C'est une étape très colorée. Bleu, vert, violet, rose, toutes les roches des Alpes sont en fait concentrées sur le parcours. Au-delà de Briançon, près du col du Mont-Genèvre, voilà une autre frontière, invisible celle-là, pour
pour les coureurs qui changent de continent. Il y a environ 65 millions d'années, la plaque africaine remonte vers le nord, puis percute la plaque européenne. Les Alpes sont nées. Comprimé, écrasé par la poussée africaine, l'ancien océan est laminé, son plancher rocheux propulsé en altitude. Quelques lambeaux de ce cataclysme subsistent sur les sommets des Alpes. Des roches de couleur verte particulière, les ophiolites, d'anciennes laves volcaniques transformées par le temps. Toute une histoire que les coureurs du Tour de France n'ont pas le temps d'apprécier à leur passage au col du Mont-Genève. Voilà un sujet réalisé, comme vous l'aurez compris, à l'occasion du Tour. Alors on va essayer d'être encore plus pédagogue, comme vous l'êtes, Raymond Siriot, en regardant ce sujet réalisé par l'émission très connue C'est pas sorcier, qui essaye d'expliquer comment ces magnifiques paysages sont nés. Regardez. Mais les Alpes continuent-elles de pousser? La question divise les scientifiques. Il semblerait que certaines zones grandissent toujours d'1 millimètre par an, comme le massif de Beldon, alors que d'autres s'affaissent. Ce qui est sûr, c'est que ces montagnes ne sont pas éternelles. Les Alpes seront un jour ce qu'on appelle une péléplaine en géologie. Après la naissance d'une chaîne de montagnes, une chaîne de montagnes va vivre pendant 200 millions d'années entre la sédimentation dans la mer, la collision entre deux continents. Le jour où la collision s'arrêtera, la chaîne de montagnes va s'éroder et on finira par une plaine. C'est la vie et la mort d'une chaîne de montagnes. Pas de panique, on a encore un peu de temps pour profiter du spectacle. Au cours des temps géologiques, le climat n'a pas toujours été le même. Il a régulièrement oscillé entre des périodes glaciaires froides et interglaciaires plus douces. Depuis 2 millions d'années, les Alpes ont ainsi subi une vingtaine de glaciations, au cours desquelles d'immenses glaciers recouvraient les vallées. Il y a 26 000 ans, un énorme glacier de plus d'1 kilomètre d'épaisseur se situait juste au-dessus de l'actuelle ville de Grenoble. Et imaginez qu'il y a 50 000 ans, le glacier du Rhône descendait dans la vallée lyonnaise, tout près de l'aéroport Saint-Exupéry. Tous ces grands glaciers ont entièrement façonné le paysage alpin. Les vallées ont été découpées par les rivières, par les torrents, et les glaciers se sont écoulés dans ces vallées, les ont agrandis, les ont excavés. Quand les glaciers sont partis, ils ont abandonné des très grands lacs qui ont été remplis de sédiments. Pendant 10 000 ans, 15 000 ans, ces lacs ont été remplis. Il reste encore le lac Léman, le lac d'Annecy, etc. Et puis, au départ des glaciers, on a aussi des grands écroulements. C'est-à-dire que les parois des vallées étaient mises sous pression de la glace, comme la vallée de l'Arve ici, comme la vallée de l'Isère à Grenoble. Et le glacier, une fois disparu, eh bien, on a ce qu'on appelle des décompressions des parois, des décompressions post-glaciaires. Et ces décompressions génèrent des gros écroulements. Ce sont des écroulements qui se sont produits pendant des millénaires depuis la disparition des glaciers il y a 20 000 ans, 15 000 ans. Voilà quelques éléments d'explication. Raymond Siriot, quelques, je sais pas, compléments peut-être? Oui, d'abord la personne qui commentait sur le Tour, là, c'était très sympathique parce que c'était de la géopoésie. Mais non, il n'y avait pas d'inexactitude, mais surtout on sentait une poésie, effectivement. Les montagnes permettent de faire de la poésie. Après, c'était un petit peu plus argumenté, mais sur une période qui est récente. Et ce que je pourrais simplement ajouter par rapport à ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, s'il y a eu des rivières et puis dans lesquelles se sont écoulés les glaciers, c'est parce que la géologie, c'est-à-dire les roches qui ont été mises en place, avaient des natures de résistance à l'érosion différentes. Puisque nos rivières ne creusent pas une vallée si elles ne rencontrent pas des roches qui se font éroder, qui se font abîmer, quoi. Parmi les sujets intéressants, tout le monde n'en a pas conscience, mais il y a beaucoup de points de passage où il y a des villes ou des villages qui sont ces verrous glaciaires d'ailleurs qui comptent énormément dans notre région. Ah oui, c'est magnifique. Bon, il y a Briançon bien sûr, mais c'est quand on prend la vallée du Queyras et que vous arrivez devant Château-Queyras, c'est sublime. Et il y en a, j'en cite deux parce qu'on ne peut pas faire un inventaire. Et qui sont souvent, ou quelquefois en tout cas, des limites climatologiques aussi. Ce n'est sûrement pas un hasard. Oui, sûrement. Alors là, pour ce qui est du Queyras, on peut dire que ce n'est pas seulement climatologique, c'est vraiment une limite géologique. Quand vous êtes en amont, vers le Viseau, là, vous avez une certaine nature de roches, notamment des débris d'océans emballés dans les sédiments qui recouvraient ce fond océanique. Bon, ça. Et puis quand vous êtes en deçà, en allant vers Guillestre, là vous avez le bord de l'océan. Le Queyras est une région assez extraordinaire de ce point de vue-là, assez extraordinaire et assez unique.
Hein, parce que récemment, il y a 2 ans, les Chinois, avec les Grenoblois, enfin, l'Académie des sciences de Pékin et l'Université de Grenoble, qui ont des travaux réguliers ensemble, ça venait à leur tour de venir en France, et ils ont financé la pose de balises sismiques pour savoir un petit peu ce qui se passe en profondeur. C'est une radiographie par séisme de ce qui se passe en profondeur, et on leur a dit, mais pourquoi vous venez ici? Pourquoi ce sujet-là? Ils disent, parce que nous, on a un problème que le Queyras a. Le Queyras, si on obéissait à la règle géologique, il devrait être à moins de 1000 mètres d'altitude, parce qu'il est fait de beaucoup de roches tendres. Ça aurait dû déblayer. Il est à 3000 mètres. Et chez eux, ils ont la même chose avec le Tibet. Donc ça les intrigue. Alors on va justement voir le Queyras, voir les écrins, voir tout notre territoire, l'Ubaye en images, en survol et en planeur. Regardez, c'est magique. Aérien au sens propre et figuré. Fait, magique, on a de la chance, on le dit souvent. Ah ben oui, c'est beau. Ici, c'est beau. Bon, voilà. Alors vous allez continuer à essayer de travailler. Vous avez déjà beaucoup œuvré dans le domaine de la géologie, avec le géoparc qu'on a évoqué tout à l'heure. La maison de la géologie qui va se concrétiser. Oui, normalement, si tout se passe selon les rythmes prévus, on devrait pouvoir l'inaugurer au printemps 2015. Pour l'automne 2014, ça sera un petit peu juste, mais printemps 2015. Je pense que c'est un projet qui me tenait à cœur depuis 1995. Je me souviens, avec le regretté Jean Lecoz, on était allé visiter des sites pour essayer de savoir si on pouvait faire un centre d'accueil pour des groupes qui feraient de la géologie, des groupes universitaires, parce que les groupes scolaires, eux, sont davantage accueillis dans les centres de vacances, avec quelque chose d'un petit peu fort. Et puis les vicissitudes de la vie, ça n'a pas été facile, on a envisagé des possibilités. Et puis finalement, il y a
eu un déclic en 2006. Le maire, depuis Saint-André d'alors, m'a dit, mais j'ai un bâtiment, on pourrait peut-être le faire. Et à ce moment-là, on a travaillé avec lui. Et puis finalement, la communauté de communes de Briançon, du Briançonnais, pardon, s'en est emparée. Et donc, a travaillé... ça va se faire à quel endroit alors Ça va se faire sur le territoire de la commune de Puy-Saint-André. Il y avait un centre de vacances de la ville d'Aulnay-sous-Bois que justement la commune avait racheté et qu'elle a choisi de mettre à disposition. La communauté de communes a racheté le bâtiment et a monté le dossier avec beaucoup de pugnacité. Et un de mes amis, là, Michel Toupé, n'a pas été pour rien dans le travail qui se déroule à l'heure actuelle. Alors, le temps passe vite, mais on n'arrête pas Raymond Siriot comme ça. Il a encore des projets en tête, malgré ces quelques printemps. On les compte à combien, on peut le dire? C'est mon année, c'est 70. Ah, 70, c'est pas rien. Non, mais c'est pas rien, mais c'est dramatique. Non. Mais si, c'est dramatique, parce que je veux dire, on les sent pas. Ah si, les articulations. Un petit peu de ce côté-là, non, je crois. On n'en parle pas. Oh là là. En tout cas, on voit toute la vitalité que vous avez encore. Et pour continuer, vous avez encore 2-3 projets qui vous animent. Je pense, alors je n'ai pas le terme, mais aller encore plus loin dans l'accueil des scientifiques dans ce territoire. Oui, parce qu'au niveau des scolaires, des étudiants, tout ça, on fait quand même presque 1000 journées de stage. Sur 3 mois, puisqu'il y a des périodes où on peut... Il y a l'hiver en Briançonnais. Bon, et donc ça on a une bonne maîtrise de tout ça et on pense l'entretenir parce que rien n'est jamais acquis, ni le maintien et la pérennité d'une structure. Bon, c'est pas à Jean-Marc Passeron qu'on va dire que c'est le plus difficile. Créer, c'est facile, mais durer. Hein, bon. Donc là, on a déjà ouvert en direction du grand public avec le Géoparc. Mais en direction de l'université, du CNRS, etc., là, on a une maison de la géologie qui va permettre d'accueillir. Et surtout, on a un projet qui est financé dans le cadre de la culture scientifique, technique, industrielle sur le grand emprunt. Et donc là, on a sur 5 ans un dossier à monter où on aurait une subvention importante pour faire un forum des sciences de la Terre à l'échelle nationale et internationale, avec d'une part des scientifiques, ce serait sous l'égide de l'Académie des sciences, du BRGM, de la Société géologique de France. Donc c'est des gros partenaires, c'est pas moi qui les connais, c'est la personne qui m'a sollicité pour monter ce dossier, qui s'appelle Dominique Roja, qui est inspecteur général de l'Éducation nationale. Un vrai projet structurant pour le Briançon. Ah, voilà, ça c'est un truc... c'est 5 ans, un financement de l'État à hauteur de 1,5 million, 300 000 euros hein, pour ce dossier, avec également la formation des profs, des élèves, etc. C'est un truc en harmonie avec l'inspection générale des SVT. Hein, alors si je parlais de plusieurs projets, c'est parce que je crois avoir compris qu'il y en a un autre qui vous anime. Peut-être qu'un jour, un peu comme on l'a fait ce soir, d'une manière un peu empirique, mais qu'un jour vous aimeriez bien boucler la boucle peut-être et essayer d'illustrer tout ce que vous avez fait, tout votre travail sur la géologie en images. J'aimerais bien faire reboucler la boucle par rapport au premier film dans votre jeunesse de prof qui vous a donné envie de vous lancer. Ça c'est le film du Pelvoux au Viso de Belmas, c'est Lemoine, Marcel Lemoine à qui je dois tout, parce que c'est lui qui m'a fait faire de la géologie en Briançonnais. C'est un homme extraordinaire. Il y en a d'autres qui ont pris le relais, mais Lemoine, c'est quand même c'est le père du centre de géologie que j'ai créé. Et donc l'envie un jour d'arriver aussi à mettre en image tout votre savoir. Et faire mon Pelvoux au Viso à moi. Enfin, sous la houlette des géologues, parce qu'il faut quand même être bien conscient. Moi, je suis prof de SVT, je suis pédagogue, j'adore l'enseignement. Ouais, je suis un peu matu-vu, mais bon, j'adore ça. Mais la source, c'est la science. Moi, je suis un transmetteur de savoir. Les créateurs de savoir, ce sont eux. Alors ce film, pour clore, si ça vous convient d'ici quelques années, on se le fait un peu ensemble avec tous les partenaires que vous évoquez, on essaiera de le sortir. Pourquoi pas? C'est dit? On s'est dit. À bientôt Jean-Marc, merci. Merci Raymond Siriot d'avoir été avec nous. La suite de nos programmes sur d'ici TV et rendez-vous demain pour un nouvel En direct d'ici.